Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, on va parler équipement du pilote. Ça fait un petit moment que vous me demandez sur tous les réseaux sociaux ce que je pense de mon équipement et si je vous le recommande. Alors, il y a une partie que j'utilise depuis plusieurs années, une autre partie depuis plusieurs mois, voire plusieurs semaines. On va regarder ça en détail et je vais vous dire ce que j'en pense. On va voir ça de la tête aux pieds et comme j'ai l'habitude de faire, je vais pas vous faire un retour avec des mots techniques que je maîtrise pas. On va parler simplement ressenti et je vais vous dire si je vous conseille ou pas le matos que j'utilise. Peut-être que ça vous aidera à vous équiper pour cette nouvelle saison. Alors, vous inquiétez pas si vous m'entendez pas comme d'habitude. J'ai chopé la crève ce week-end à la marche Moto Madness en jouant dans la boue. Je vais essayer de faire de mon mieux. J'enlève tout ça pour pas crever de chaud tout de suite. Et on voit tout le matos en détail. Allez, on va commencer par le bas, on va commencer par les bottes. Petite intro, quand j'ai commencé le trail, c'était avec la Transalp. J'avais acheté des bottes qui n'étaient pas des bottes racing comme j'avais à l'époque. J'avais acheté des bottes, je crois que c'est Forma, les trucs le plus simple possible en mode trail. Et c'était pas assez protecteur. Donc évidemment, quand j'ai eu la T7, j'ai voulu changer et passer sur de la botte plus protectrice. Et c'est comme ça que j'ai testé seulement pour un week-end les CD Adventure 2 Gore-Tex, qui sont d'excellentes bottes. Vous avez un test longue durée sur la chaîne de Matt Adventure. Malheureusement, j'ai pas pris la bonne taille. C'est-à-dire que j'ai pas fait comme on doit faire au ski, je savais pas du tout qu'il fallait faire ça pour la moto aussi, même si ça paraît un peu logique. Et du coup, faisant du 42, j'ai pris du 42. Ça a été radical. Un week-end avec Léandre, la vidéo est toujours sur ma chaîne. On a fait 3 jours de off-road et au bout du premier jour, j'avais déjà les deux pieds qui étaient en sang de chaque côté et à la fin du week-end, évidemment, c'était une catastrophe. Donc quand je suis rentré, il a fallu les échanger. Il se trouve que pendant ce même week-end, Léandre testait des Elite 5.5, celles que j'ai maintenant pour la première fois et lui, il a pas du tout eu le même problème que moi. Donc je me suis dit, ce serait peut-être l'occasion de partir sur ça puisqu'elles ont l'air pas mal. Ça fait maintenant plusieurs mois et beaucoup de milliers de kilomètres dont du off-road que je les utilise et franchement j'en suis très content. Alors ça va être plus des bottes d'enduro ici, hein. On a évidemment plus de protection qu'il y avait sur les CD Adventure 2, ce qui veut dire aussi qu'elles vont être plus rigides, c'est la crainte qu'ont beaucoup de monde. Alors quand je les ai enfilées pour la première fois, j'avais un peu peur d'être en mode botte de ski et finalement non, pas vraiment. Alors on va pas aller faire une rando avec, hein, clairement, mais on peut quand même arriver à marcher, à se déplacer, à aller à un point de vue, il n'y a pas de souci. Par contre elles sont très rigides. Je vous ai dit que je n'entrerai pas dans les détails techniques, donc on va juste survoler la botte. Clairement, derrière, on a un système anti-extension maximum de la jambe et du pied pour éviter de s'arracher tout derrière sur une réception ou si on tape le pied, vous savez, en perdant l'équilibre, comme on a le mauvais réflexe de faire pensant qu'on va rattraper 200 kg. Donc ça, c'est très bien. Devant, on a évidemment une grosse coque qui va protéger en cas de branches, de cailloux, de choses comme ça. Sur l'autre côté, on a un caoutchouc qui accroche bien, qui permet de bien gripper la moto et d'avoir un bon contrôle maximum. Ça se sent tout de suite, c'est super pratique. Dessous, sur la semelle, on voit déjà que j'ai quelques petits picots qui ont été grattés. Alors, avec mes cale-pieds, évidemment, off-road, ça se bouffe un petit peu. On verra sur du très long terme. Là, ça fait plus de 6 mois que je les utilise. Et c'est pas non plus très avancé. En tout cas, j'ai pas attaqué la semelle encore. Au niveau du réglage, on a 4 boucles qui permettent de tout fermer. On peut re-régler chacune des boucles quand on est à fond. Il y a un système de cran qui permet de reprendre ça. Et puis, on a un scratch assez particulier ici. C'est un scratch qui peut avancer, mais qui peut plus reculer. Donc ça veut dire que quand on le ferme, on va juste le mettre comme ça, on va passer la boucle, hop, si j'arrive sans l'avoir sur moi, c'est pas hyper pratique. Et en fait, le scratch, ça va le serrer et il va pas pouvoir se défaire. Bon, c'est une petite spécificité de Elite, elles sont très pratiques. En conclusion, sur le sujet bottes, si vous faites du tout-terrain et que vous avez envie d'être super protégé, eh ben, je vous les recommande à 100%, j'en suis très content. Elles sont pas si chères que ça, je les avais payées avec un code promo sur MotoBlues en dessous des 300 €, 280 ou quelque chose comme ça. Elles ont peut-être augmenté depuis. Elles étaient donc moins chères que les CD Adventure 2 Gore-Tex qui étaient à plus de 300 €. Et pour moi, elles sont plus protectrices. Ah, par contre, dernière précision, niveau étanchéité, vous oubliez. Hein. C'est pas du tout étanche. Évidemment, c'est pas fait pour et ça vaudrait beaucoup plus cher si on avait une membrane étanche autour. Allez, voilà, sujet bottes, je vous recommande l'Elite. On va passer à la suite. Au niveau de la tenue, depuis la vidéo de test des gants case chauffants en plein hiver, vous avez été nombreux à remarquer que j'avais changé de combinaison. Alors, il faut qu'on en parle. Si vous regardez toutes mes anciennes vidéos, vous allez me trouver dans une tenue Appalache de chez Furigant. Alors, pourquoi Furigant? Eh ben, parce que c'est une habitude que j'ai pratiquement depuis que j'ai le permis, c'est français, cocorico, allons-y, faisons-nous plaisir. Il y a peut-être juste sur piste où j'avais une combinaison cuir complète de chez Ixon, mais pour le reste, j'ai toujours eu du Furigant. Et pourquoi la Appalache? Eh bien, tout simplement, quand je suis passé au trail et que je me suis rééquipé à peu près de la tête aux pieds avec du nouveau matériel, j'avais pas beaucoup de moyens et la Appalache était très bien placée niveau tarif. Est-ce qu'elle me convenait? Oui, clairement, j'ai pas grand-chose à lui reprocher, surtout pour son tarif. Et quand on en a discuté avec Furigant, quand on s'est croisés, ils m'ont demandé si je voulais en tester une autre pour leur faire des retours, comme ils sont juste à côté de chez moi, l'usine est du côté de Nîmes, ce que j'ai évidemment accepté pour pouvoir tester plus de matos parce que j'ai envie de vous en proposer, de vous faire des retours. Et je suis donc parti sur cet ensemble qui s'appelle Voyager 3C. Alors la différence est hyper visible. Déjà, c'est pas du tout la même matière puisque la Appalache n'est pas étanche alors que la Voyager 3C est étanche. Tant qu'on est sur ce sujet d'ailleurs, on va en parler immédiatement. J'ai pu le tester à 2 reprises. La première fois, c'est la vidéo de l'hivernal début décembre avec Vide Motard. C'est pas sur ma chaîne, mais c'est sur leur chaîne. Au retour, alors à l'aller, il pleuvait, hein, donc j'avais mis la combi pluie par habitude. Au retour, c'est Quentin qui m'a chambré et qui m'a dit écoute, elle est censée être étanche ta combi, alors tu mets pas la combi pluie. Et si jamais tu prends la flotte, tu la renvoies, ça veut dire que c'est pas étanche.
Bon, j'ai pas été hyper courageux, j'ai mis la tenue de pluie en haut, mais pas en bas. 2h30 de flotte et j'étais parfaitement sec. Le deuxième essai sous la flotte que j'ai pu faire, c'est il y a 2-3 semaines. Je suis parti faire un tour, c'était pas prévu, j'ai pris plus d'1 heure de flotte à l'aller et au retour. En haut et en bas, par contre, cette fois, j'avais rien mis. Tony qui était avec moi, il avait une combi dont la matière est à peu près comme ma Appalache, il était trempé et moi j'étais parfaitement au sec. Donc sujet étanchéité, c'est parfait. Après, au niveau confort, bah évidemment, ça reste une veste de moto, je vois pas de différence avec l'ancienne. J'ai pas non plus essayé du super ultra haut de gamme, genre du Climb, mais j'ai pas les moyens, donc pour le moment, je pourrais pas vous faire de comparatif là-dessus. Mais quand je la porte, elle se fait oublier, elle me gêne pas du tout, les protections non plus. Il y a un sujet qui a l'air de beaucoup vous intéresser puisque vous me l'avez demandé plusieurs fois dans les commentaires, c'est est-ce qu'elle est chaude et est-ce qu'elle est froide. Alors est-ce qu'elle est chaude? Tout simplement en hiver, ça va être avec les doublures. Alors là-dessus, je vais être tout à fait honnête avec vous, je n'utilise jamais les doublures. Tout simplement parce que je suis pas certain que ce soit leur métier de faire des doublures, ils en font, mais je suis pas vraiment sûr que ce soit ultra technique. Je préfère utiliser des vêtements ou des sous-vêtements techniques. Sur la chaîne, quand je vous parle de mon équipement pour road trip, je vous parle souvent du Merinos de chez Icebreaker, qui pour moi est une des meilleures marques. Et en fait, quand je fais des hivernales, même si on va descendre à plus de -10, j'utilise tout le temps le Merinos. Je fais la technique de l'oignon comme j'avais appris quand j'étais allé en voyage à Montréal et qui faisait -26. Et en faisant comme ça, j'ai jamais eu froid. Alors ça veut dire qu'avec une couche relativement fine, je vais pouvoir me maintenir au chaud, alors qu'avec la doublure qui est très épaisse, je suis pas certain qu'elle soit aussi performante qu'un vêtement technique. Ça, c'est donc pour la partie maintien au chaud. Maintenant, pour la partie maintien au froid. Bon, c'est pas du tout le terme, mais on va dire ventilation en plein été. Je vais être honnête, j'ai pas encore essayé cette combi en mode été. Par contre, je peux faire un comparatif facile avec la Appalache. Déjà, la Appalache, elle est noire. Celle-ci n'est pas noire. Je pense que ça doit jouer un petit peu. Ensuite, au niveau des aérations, celle-ci est clairement beaucoup plus aérée que la Appalache. Derrière, on va retrouver toujours le système de ventilation. Alors malheureusement, je suis pas sûr que ce soit toujours très efficace parce que j'ai souvent un sac à dos, même s'il est peu chargé, mais au moins avec ma poche d'eau. Ce qui veut dire qu'il va appuyer ici et je suis pas certain que ça permette la sortie de l'air qui va rentrer par devant. Mais en tout cas, ça y est. Sur les bras et sur la face avant de la veste, je vais retrouver beaucoup plus d'aération que la Appalache. Ce qui me donne donc un indice que ça va être beaucoup plus ventilé et que je risque d'avoir moins chaud. Au niveau du pantalon, on a aussi des aérations sur la jambe qui sont avec une fermeture éclair étanche que j'avais aussi sur la Appalache. Donc je pense que je vais retrouver le même niveau de ventilation que j'avais avec la Appalache. Bon après, il faut quand même garder en tête que quand on fait par exemple du off-road qui fait 30 degrés et qu'on est en train de relever la bécane ou de galérer dans un pierrier, on va forcément prendre chaud. À moins d'avoir la clim intégrée, je suis pas certain qu'il y ait une solution miracle. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle est bien plus aérée que la Appalache. Ce que je vérifierai cet été, je vous ferai un retour dessus si ça vous intéresse. Mais je vous avoue que c'est pas la première des caractéristiques que je vais regarder sur une veste, tout simplement parce que je prends très vite chaud et je suis pas sûr de trouver un jour une combinaison dans laquelle par 30 degrés en off-road, je sois suffisamment aéré pour être bien. Alors au niveau des remarques que j'ai à faire sur cette veste et ce pantalon, déjà je vous confirme qu'on peut rajouter la dorsale D3O à l'arrière que j'ai récupéré de la Appalache. C'est du Furigan, hein, je l'ai commandé, il y a un zip, paf, on le remet dedans, il n'y a pas de souci. Il y a marqué que c'est prêt pour connecter un airbag aussi, ce que je n'ai pas encore essayé, j'espère tester un jour, mais pour le moment j'ai pas essayé. J'ai un petit reproche à faire, c'est que sur le côté droit, j'ai récupéré certes une immense aération, alors que je vais peut-être apprécier en été. Par contre, j'ai perdu une poche, j'avais 2 poches avant sur la Appalache, celle-ci qui est étanche que j'avais au même endroit où je mettais par exemple mon téléphone, et j'en avais une autre de l'autre côté où du coup je mettais mes papiers. Là, je l'ai perdu, donc il faut que je mette tout du même côté, ça fait une poche un peu bombée. Bon, c'est broutille, hein, mais c'est la remarque que je peux faire. Et j'ai 2 autres remarques qui sont un peu plus importantes. Il y en a une au niveau sécurité. J'avais l'habitude depuis toujours de zipper mon haut et mon bas avec le grand zip. Sur le pantalon, on l'a, le grand zip qui fait tout le tour, qui pourrait donc aller avec ma veste Appalache sans souci. Par contre, sur le blouson, il n'y a pas le grand zip tout autour, il y a juste le petit zip à l'intérieur. Ce que j'ai aussi sur le pantalon, sauf que, allez-y, bonne chance, surtout en plein été avec le sac à dos, quand vous êtes arrêté avec les collègues pour pisser au bord de la route et qu'il faut remettre juste le truc qui se balade, vous avez intérêt à être souple et à trouver pile poil le branchement. C'est clairement impossible, j'ai essayé, je vous spoil tout de suite, ça sert à rien d'essayer. Alors évidemment, quand on l'achète d'origine le pantalon, il y a la partie du dessus de la fermeture éclair qui se défait qu'on pourrait éventuellement aller coudre sur la veste. Honnêtement, j'ai autre chose à faire, donc je l'ai pas fait, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'ai plus le haut et le bas qui est zippé. Ça, c'est une remarque que j'ai fait à Furigan et qui normalement devrait être corrigée. En tout cas, ils m'ont dit qu'ils avaient déjà eu ce retour et c'est quelque chose qu'ils ont en tête. Dernière remarque, et ça pour moi, c'est la marque de fabrique de Furigan, j'en ai aussi parlé avec eux, c'est la qualité des fermetures éclair. J'ai toujours eu ce souci, même sur des blousons cuir, donc pas que sur des blousons aventure, j'ai toujours eu des fermetures éclair qui ripaient un petit peu et qui n'étaient pas toujours très pratiques. Avec généralement le petit téton ici qui pétait. Alors là, je vois qu'il est fait avec une cordelette, donc il est bien plus solide que ce que j'avais avant, qui était une espèce de matière qui avait fini par péter d'ailleurs. Donc on finit par mettre un anneau de clé dessus. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, j'en parle parce que je l'ai dans les mains et je vais vous faire un retour transparent. Et je vais retrouver ça aussi. Alors il y a une fermeture éclair qui me gêne beaucoup. C'est très bête, hein. C'est la fermeture éclair de la braguette. Ici, on voit
qu'il y a cette petite partie en tissu hein, qui fait partie de la jonction entre les deux, qui n'est pas assez tendue, qui est plissée. Et quand on la referme, elle vient toujours se coincer au milieu de la fermeture, exactement comme les duvets Décathlon. Ça vous est déjà arrivé là de vous énerver et de tirer parce qu'elle s'est coincée dedans? Et ben c'est exactement le même principe ce que ça me fait ici. Et je vous avoue que je me vois pas trop en plein été en train de pas arriver à la montée ou à la descente quand j'ai envie de pisser au bord de la route parce qu'elle s'est coincée. Voilà, c'est les seules remarques que j'ai à faire qui sont négative, on va dire, entre guillemets. Sinon, j'en suis très content. Et même, pendant qu'on est sur ce sujet, je vais vous parler de la protection des genoux. Alors, sur le pantalon, il y a des protections ici sur les hanches, des 3 os, comme on trouve, je pense, sur beaucoup de combis. Il y en a aussi sur les genoux. Alors, les genoux, c'est un truc que j'ai remarqué déjà qui me plaît pas beaucoup, c'est-à-dire que souvent, en fonction de notre taille, même si on fait la même genre de taille, enfin qu'on prend un pantalon en M, ça va jamais tomber en face du genou, ça peut se balader. Et ça m'est déjà arrivé de faire une petite chute de rien du tout avec un roulé-boulet en sautant de la T7 et d'avoir le genou qui touche une pierre. Ça m'a pas explosé le genou, mais ça m'a fait juste le petit bleu qui va me faire chier toute la journée. Alors j'ai réfléchi à essayer de passer sur un autre système et qui va être compatible avec et les bottes et le pantalon. Alors les protections que je voulais tester depuis un petit moment, c'est comme j'avais en VTT à l'époque, ce sont tout simplement des protège-genoux. Alors, tout de suite, arrêtez-vous ceux qui sont en train de monter sur leur clavier et de dire oui, c'est de la merde, il faut mettre des orthèses. J'explique pour ceux qui savent pas, des orthèses, c'est un truc hyper sophistiqué qui va éviter les torsions du genou et donc de se faire les croiser par exemple. Sauf que ça vaut minimum 400 balles et encore, apparemment, c'est pas très bonne qualité et ça monte jusqu'à 600 facilement. Clairement, c'est pas dans mon budget. Donc je suis parti sur de la genouillère classique. Là, on est à moins de 60 balles, je les ai pris sur Motoblues, c'est du Acerbis, c'est tout simple. Mais c'est déjà mieux que mes D3O. Et c'est mieux que rien du tout aussi puisqu'on en voit rouler avec rien du tout. Donc comparé à mes D3O, là, j'ai une protection intégrale du genou et en plus du tibia. Je vais avoir une articulation qui va faire que je vais avoir aussi le haut du genou qui va être protégé. On a un réglage qui se fait avec 3 sangles qu'on peut défaire, qu'on peut régler avec des élastiques. Alors je les ai essayés pour la première fois la semaine dernière pendant tout un week-end à la Marche Moto Madness où ça a été uniquement du off-road et un peu du cross. Je vous laisse aller faire un tour sur ma chaîne, la vidéo est sortie juste la semaine dernière. Et pour vous faire un retour, alors je trouve qu'elles glissent un peu, qu'elles descendent vers le bas. Si on les serre comme un dingue, on va finir par se faire un garrot, ça va pas être agréable. Et si on les serre pas assez, elles vont glisser. Mais on va avoir un allié avec nous, c'est la botte, c'est-à-dire que la protection de genou va arriver à peu près par ici. Et donc en serrant la partie du haut de la botte, ça va finir par retenir et par coincer la protection du genou et empêcher qu'elle glisse de trop. Ça a marché plutôt pas mal ce week-end. Alors petit détail de confort que je dois vous dire, le week-end de la Marche Moto Madness, je n'avais pas utilisé de sous-vêtements techniques pour les jambes. Ce qui veut dire que j'avais donc les sangles qui étaient en contact direct avec la peau et ça faisait un frottement qui était pas hyper agréable quand on marche, juste au niveau du haut du genou. Maintenant je me dis qu'avec un sous-vêtement où du coup ça va être le sous-vêtement qui va frotter directement avec le haut de la protection, ça devrait être beaucoup moins gênant. À la fin du deuxième jour, je pensais me retrouver avec des espèces d'irritations partout et finalement pas du tout, il n'y avait pas de traces rouges, donc ça veut dire que c'était un mauvais ressenti mais que c'était pas non plus très grave. Alors à voir sur un road trip de 3 semaines ou 2 semaines comment ça va se passer, mais je pense que dans ce cas-là il est préférable de faire comme je fais d'habitude, un sous-vêtement technique dessous, ce qui permet aussi d'éviter de pourrir directement le pantalon, un truc que je lave tous les soirs au camping et comme ça c'est parfait. Allez, on continue à remonter et on va arriver aux mains. Alors on va parler des gants, je vais vous parler de 2 paires de gants différentes. Il y a une paire de gants que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne, ce sont les gants chauffants de chez Case que j'ai utilisé cet hiver. Je vous ai fait une vidéo de test en mode assez extrême puisqu'on avait -5 au compteur, mais avec le vent on avait un ressenti bien supérieur puisque dans un col en l'espace de moins de 20 minutes le tuyau complet de mon camelbag avait gelé, mais je vous laisse découvrir ça sur la chaîne. Du coup je vais simplement vous faire un retour rapide. Déjà, ils sont chauds, même quand on les utilise pas en mode chauffant, ça c'est pratique. Ils sont pas trop gros, on a quand même une bonne préhension du guidon. Alors oubliez le off-road avec, hein, clairement je les change. Et autre point, ils sont étanches. Et ça, je l'ai complètement essayé à l'hivernal dont je vous parlais de début décembre, qui est sur leur chaîne d'ailleurs. J'ai fait donc en tout, avec l'aller et le retour, 4 ou 5 heures de route sous la flotte, mais une vraie flotte de folie, où je voyais que dalle. Et j'avais les mains parfaitement sèches en rentrant à la maison. Je vous laisse découvrir ça sur la vidéo de test qui leur est dédiée. On parle quand même 2 secondes du ressenti niveau chaleur, donc moi je les branche directement sur la batterie. Pour le test, j'avais pas la T7, j'avais la BBGS, la 310GS, qui n'a pas les poignées chauffantes, donc j'ai utilisé uniquement les gants pour me réchauffer. Et comme je vous ai dit, on a un col où on a eu -5 sur plus de 20 minutes, avec un ressenti largement supérieur puisque mon tuyau a gelé, et j'avais pas du tout froid aux mains. Voilà, des très bons gants, mais on va parler maintenant des gants été ou quand il fait beaucoup plus chaud. Et pour ça, j'ai encore des Furigants, puisque j'en ai depuis bien longtemps aussi. Il s'agit du modèle Jet, alors ils sont extrêmement simples et extrêmement légers. J'ai l'intérieur qui est en cuir, comme ça j'ai un bon grip sur la poignée. À l'extérieur, je vais retrouver une protection, une coque ici pour le dessus de la main. Ils sont très courts, ils sont très aérés. J'ai rien de spécial à dire, c'est des gants simples,
pas très chers. Ils me permettent donc d'avoir, de par leur finesse, un très bon contrôle des commandes en off-road. Voilà, je vais pas m'étendre plus que ça. Ceux-là, je vous les recommande aussi. Ils sont très bien, j'en suis content. En tout cas, j'ai pas prévu de les changer pour le moment. Ça va, on en parle. Je sais que ça fait un moment que vous attendez de savoir quel casque j'utilise et ce que j'en pense. On y arrive. Déjà, petite intro là-dessus. Avant, j'avais un Valiant 2 de chez LS2, celui qui était modulable et qui était homologué ouvert. Ça a été un des premiers. Maintenant, il y en a d'autres. Alors clairement, 1, c'était une enclume. On est à plus d'1,7 kg, c'était un truc de fou. De 2, c'est très moche sur la T7. J'ai vu les premières photos passer au Ténéré Spirit Camp. J'ai dit, ok, il faut absolument que je change de casque. Et de 3, j'avais pris l'habitude d'ouvrir avec le casque ouvert, ce qui veut dire que c'était bruyant et ce qui veut aussi dire qu'en off-road, en cas de chute, j'étais vraiment bien exposé. Donc je me suis dit qu'il serait l'heure de changer. Sauf qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que ça coûtait cher. Comme j'étais en train de me rééquiper, j'avais pas forcément les moyens. Et j'ai trouvé, dans mes recherches, ce que j'adore, le bon rapport qualité-prix. Et ça, je l'ai trouvé chez Louis Moto. C'est la marque Nishua, elle est fabriquée par Louis Moto. Alors, la légende dit que la coque externe est la même que celle des Climb. Mais vu le nombre de personnes qui m'ont validé cette légende, je pense qu'elle est vraie. C'est du carbone, il est très léger. Pour vous dire, le jour où je l'ai sorti du carton, j'étais tellement habitué à l'ancien, j'ai failli l'envoyer dans le plafond tellement j'ai tiré fort, alors qu'il pèse que 1,150 kg et 1,40 kg si on enlève la visière. Donc si vous mettez des lunettes par exemple, bon vous avez plus qu'à rajouter le poids des lunettes, mais ça je vous laisse faire. Bon pour le reste de l'équipement, hein, casquette, visière, les mousses, ça n'a rien à voir avec le Climb, hein, je tiens à préciser. Par contre c'est très bien aussi. Alors ce casque est pas très cher, hein. On le trouve souvent en promo à moins de 300 €. Pour un casque en carbone de ce poids, je trouve ça vraiment pas mal. Au niveau confort, on est très bien, les mousses sont bien, elles sont toutes amovibles, on peut les nettoyer, donc quand on fait du off-road et qu'on prend la poussière des copains dans la figure, ça devient très important de le faire plusieurs fois par saison, ce que j'ai fait l'été dernier. Les mousses sont donc relativement douces et relativement résistantes, puisque généralement elles peluchent, elles s'abîment avec la barbe à force de mettre des fers et puis avec les frottements. Là, il est encore nickel, j'ai rien à redire là-dessus. La visière, elle va très bien. J'ai juste le pinlock qui est pas top. Alors c'est pas de leur faute, hein, mais si vous voulez, j'aime bien toujours rouler la visière semi-ouverte comme ça et non fermée. Et quand c'est comme ça, le pinlock il est pile au niveau des yeux. J'ai pas envie d'en prendre l'habitude ni de l'ouvrir à fond. Alors soit je passe sur des lunettes, soit deuxième solution, je vire le pinlock, c'est ce que j'ai fait. Par contre quand il pleut, je suis le premier à râler pour dire que j'ai de la buée. Mais bon, ça c'est pas de la faute du casque. Autre point de précision, la casquette. Alors clairement quand on l'a dans les mains, le plastique fait vraiment cheap. En même temps, comme je vous l'ai dit, c'est un casque qui n'est pas très cher. Et avec les turbulences, j'avais un petit bruit de plastique. Alors là, je sais pas si je l'approche du micro, on va pas entendre. Maintenant, en tout cas, ça le fait plus parce que j'ai fait une correction. C'est-à-dire que entre la visière et entre la casquette, juste ici, j'ai rajouté du scotch américain, hein, le duct tape, le scotch noir tressé. Et j'en ai mis des tout petits bouts derrière la fixation, ce qui permet d'encaisser un petit peu et puis de rattraper le jeu. Et aujourd'hui, j'ai plus le doing que j'avais avant. Donc là, c'est beaucoup mieux. Cette petite vis, voilà, là, vous voyez, elle a servi juste un week-end et je viens d'y remettre un demi-tour. Faut mettre du frein filet, sinon ça va finir par se barrer et on va avoir la casquette qui va se défaire, donc ça va pas être pratique. Mais pareil, c'est pas très grave. Évidemment, le tout se défait avec un système sur lequel il faut forcer. On a l'impression que ça va péter, mais ça ne pète pas et ça permet de nettoyer facilement la visière. Quand on lit un petit peu sur les forums sur ce casque, on a plusieurs sujets qui reviennent. Alors déjà, on a au niveau de la ventilation. Alors moi, comme vous voyez avec le système pour fixer la GoPro, j'ai sacrifié une ventilation principale devant et pour autant, je trouve qu'il est pas non plus très chaud. Pourtant, j'avais l'habitude de rouler ouvert avec l'autre, j'ai roulé tout l'été avec, j'ai pas non plus à m'en plaindre. Donc le sujet ventilation ne me choque pas. L'autre sujet qui revient souvent, c'est le sujet bruit. Il y a beaucoup de gens qui le trouvent bruyant. Alors là-dessus, c'est hyper difficile à dire parce que ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de votre bécane, de la protection au vent que vous avez, ça va dépendre de votre taille, ça va dépendre de votre ressenti, de votre habitude. Est-ce que vous roulez avec la visière complètement fermée ou un peu ouverte comme moi? Auquel cas, ça sert à rien de parler de bruit puisque le fait de l'avoir ouverte, déjà forcément j'ai du bruit. Moi, quand je l'ai reçu, je m'attendais directement à le trouver bruyant puisque c'est ce que j'avais lu et comme j'étais habitué au Valiant, les premiers tours de roue que j'ai fait, même à 90, je me suis trouvé avec un casque qui n'était pas si bruyant que ça. Donc ça, c'est pas un reproche que je lui ferais. Mais au final, des reproches, j'en ai pas. En tout cas, pour le prix qu'il vaut, j'en ai vraiment pas. Alors si vous voulez l'acheter, je vous demande un petit coup de main, je vous mets un lien sous la vidéo qui est un lien affilié chez Louis Moto. Vous, ça vous coûte pas plus cher, mais c'est juste que Louis Moto me redonne quelques petits centimes qui m'aideront encore à faire éventuellement d'autres tests. Voilà, j'en ai terminé pour le casque. Si vous cherchez un casque off-road qui va bien en carbone, super léger, sur lequel pour le prix, il n'y a rien à dire, le Nishua Enduro Carbone est parfait. Et maintenant, on va passer de ce côté sur l'intercom. Alors l'intercom, pendant plus de 2 ans, j'ai utilisé un Lexin B4FM de chez Amazon. Pourquoi? Parce que j'avais pas les moyens d'en acheter un qui soit d'une autre marque d'excellente qualité, surtout qu'on en voulait un qui puisse permettre d'être à 4 personnes en même temps et le budget était assez élevé. Donc je suis parti là-dessus. Ça fonctionne.
Bon, la distance entre deux casques est pas non plus très élevée, il y a vite des interférences, soit quand on est loin, soit quand on va prendre un virage et qu'il y a du relief entre les deux avant qu'on se retrouve de nouveau aligné dans une ligne droite. Et au niveau de la qualité sonore, quand on écoutait la musique, ça faisait un peu le post FM de mamie dans la cuisine. Je pense que vous voyez l'image. Et du coup, ça fait un petit moment que j'avais envie de tester du haut de gamme. J'avais vraiment envie de voir ce que c'est un intercom de bonne qualité. J'ai proposé le projet de comparaison à Sena qui a accepté de m'équiper avec un 30K et on va en parler en détail tout de suite. Alors déjà, quand il arrive dans sa boîte, vous avez tous les micros possibles et imaginables qui sont fournis avec, que vous vouliez l'avoir devant, dedans, partout, il y a tout ce qu'il faut. Les écouteurs. Petite précision parce que Matt a fait un test il y a à peu près 5 ans sur ce même modèle et le retour était plutôt négatif sur la qualité des écouteurs, sauf que moi je le trouvais bon, j'ai contacté Sena, on est passé sur du HD, donc ça n'a plus rien à voir. Je vais m'appuyer un petit peu sur ces retours négatifs pour vous en parler franchement. Il parlait aussi d'une base qui était assez énorme et qui, quand le casque était posé, le décalait. Ici on n'a pas de changement. Oui, la base est grosse, maintenant le plus important c'est qu'elle gêne pas quand on tourne la tête avec la veste et pour le moment c'est pas le cas, donc je suis pas gêné, ça me va très bien. L'appareil est quand même assez gros par rapport à mon ancien. Après, est-ce que c'est une histoire de technologie, de qualité, de batterie plus grosse? Je ne sais pas. Il n'est pas non plus exorbitant, c'est pas hyper gênant. Et puis, il y a ce système de molette qui va prendre de la place, mais qui va nous donner une ergonomie bien supérieure à ce que j'avais avant. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des petits boutons. Bah attendez, on va comparer. Ce sera plus simple. Tu tombes pas, toi. Pour aller attraper les petits boutons de mon ancien avec des gants été, déjà c'était un défi. Avec des gants hiver, c'était quasiment impossible. Donc pour décrocher, raccrocher, monter le son, baisser le son, l'allumer, l'éteindre, c'était presque mission impossible. Ici sur le Sena, on a cette grosse molette qui est beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile à comprendre et à trouver avec la main. Même avec les gants hiver, j'ai trouvé que c'était plutôt facile. Le bouton principal qui permet d'appeler le OK Google, faut pas que je le dise trop fort, sinon tout le monde va s'allumer. Il est juste ici derrière, on le trouve assez facilement aussi avec la main. Donc je trouve que c'est un point positif. Sur l'ancien, il fallait que je fasse un double clic, je rentre dans un menu, enfin, c'était assez impossible à trouver. Là, c'est facile. Donc quand j'arrive dans le quartier et que je vais ouvrir la porte du garage, par exemple, grâce à Google, ça se fait en un clic, c'est très simple. Donc déjà, au niveau qualité de finition, ergonomie, pour moi, avant de l'avoir testé, j'étais clairement au-dessus. Mais ensuite, ce qui m'intéressait, c'était de le tester. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Moi, la qualité m'a beaucoup plu. Quand il a été monté sur le casque, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout de suite mis le Bluetooth, de la musique un peu fort et j'ai trouvé qu'il y avait quand même un son qui était vraiment correct. Les écouteurs sont à peine plus gros que ceux que j'avais avant. Par contre, ils sont bien plus épais. Donc, je pense qu'ils sont technologiquement plus avancés, ce qui leur permet d'avoir peut-être des fréquences plus importantes. En tout cas, la qualité sonore était très bien. Mais alors, il y a un truc qui m'a vraiment bluffé, c'est au téléphone. Quand on est en mode vocal, qu'on a quelqu'un qui nous appelle, franchement, la qualité, elle est bluffante. Avant, il fallait que je mette très très fort, sauf que ça devenait très aigu, du coup, ça m'explosait les oreilles. Et si l'autre parlait un peu fort, c'était terminé, c'était la migraine immédiate. Avec celui-là, le son est beaucoup plus clair, il est beaucoup plus limpide, beaucoup plus agréable, il n'y a pas besoin de mettre très fort. Et de toute façon, même quand on met fort, on va retrouver une qualité qui va faire que ça va pas exploser les oreilles. Bon, après, je vais pas rentrer, je vous ai dit, dans les détails techniques. Il permet de se connecter avec le mode mesh, avec cette antenne. C'est un type de connexion différent qu'on va retrouver sur d'autres casques, qui est un peu universel. Sinon, vous pouvez bien évidemment brancher plusieurs Sena ensemble. Et ce que je voulais absolument arriver à faire, puisque ma copine est toujours sur celui-là, c'était arriver à brancher les deux ensemble. Et ça a été plutôt facile à faire. Et quand on les éteint et qu'on les rallume, j'arrive à refaire la connexion vraiment rapidement. Là, pour le coup, il est bien pensé et permet d'être quand même compatible avec d'autres marques. Au final, la comparaison est clairement faite. Je préfère, mais alors largement, le Sena 30K que je vous recommande les yeux fermés. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout mon matos. Comme je vous avais dit au début de la vidéo, je fais ça assez court. L'idée, c'était pas de faire un truc de 3/4 d'heure qui va gonfler tout le monde. Je voudrais juste vous donner mon ressenti et simplement que vous sachiez si oui ou non je vous conseille tel ou tel équipement. D'ailleurs, en parlant matos et équipement, j'ai d'autres vidéos qui j'espère vont vous permettre de vous aider à vous préparer pour la saison 2023. On va reparler des outils puisque depuis celle d'il y a 2 ans, il y a eu énormément de changements et on va parler du matos de road trip. Là aussi, il y a eu des changements et je sais qu'à chaque fois YouTube prend l'ancienne et l'envoie très loin dans l'historique. Et il y a des nouvelles personnes chaque année qui viennent de passer le permis A2 et qui veulent partir en road trip et qui du coup risquent de pas tomber dessus alors que d'autres qui l'ont déjà fait me donnent des retours plutôt positifs sur ce genre de vidéo, donc je vais la refaire. Et évidemment, beaucoup de road trip en 2023, je vous en ai déjà un peu parlé, il y a plein de projets qui vont se concrétiser avec plein de destinations différentes. Pour ne pas manquer tout ça, comme d'habitude, pensez à vous abonner pour me soutenir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.